Autre grande question qu'on aborde avec Jean-Jacques Oana, je le rappelle, à nos côtés en plateau, le directeur des investissements d'Oma Capital, qui va faire le lien d'ailleurs avec les taux, le dollar éventuellement. L'or peut-il prendre sa revanche, Jean-Jacques? Il faut revenir peut-être d'ailleurs sur la petite déception qu'on peut avoir depuis quelques mois vis-à-vis de l'once d'or. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que l'once d'or est repassée, je crois, ces derniers jours sous les 1700 $. On était à plus de 2000 $ à l'été dernier, je crois. Absolument. Et c'est une surprise. Parce que, compte tenu des plans de relance monétaires, budgétaires, on aurait pu croire que l'or allait être un leader, un actif leader dans la réserve de valeur, dans la capacité non seulement à protéger le capital dans un environnement de crise, mais aussi à valoriser son capital suite aux interventions monétaires et aux interventions budgétaires qui ont été conjuguées dans ce rebond que nous connaissons aujourd'hui. Et contre toute attente, après avoir atteint les 2000 $, on a perdu 17% par rapport au plus haut qui avait été atteint au mois d'août, et aussi bien contre dollar que contre euro. Et c'est étonnant parce que ce sont deux zones avec différentes mesures, une mesure beaucoup plus forte aux États-Unis, mais qui ont effectué des plans de relance qui étaient conjugués aussi bien sur le plan monétaire que sur le plan budgétaire. Et donc, on peut s'interroger de la raison déjà de cette baisse, d'analyser pourquoi l'or baisse et pourquoi l'or n'est pas une réserve de valeur dans ce cycle. Et en réalité, en regardant les corrélations récentes premièrement de différentes classes d'actifs financières, mais aussi de différents candidats à la réserve de valeur. Alors on peut prendre évidemment, en plus de l'or, le cuivre, qui est un autre métal mais beaucoup plus cyclique. On peut également prendre le pétrole, encore que le stockage soit beaucoup plus complexe, mais on peut également l'inclure. Et puis on peut regarder aussi le Bitcoin. Et en fait, ce que nous voyons, c'est que l'or est certes corrélé au point mort d'inflation, donc à l'inflation anticipée par les marchés, mais surtout corrélé au taux. Et négativement corrélé au taux. À savoir que quand les taux montent, et notamment les taux réels, c'est le seul actif qui est négativement corrélé au taux réel, et bien quand les taux montent, et bien l'or en subit les conséquences. Parce que c'est un actif sans rendement. Parce que c'est un actif sans rendement et donc il se compare finalement à la rémunération réelle de l'investisseur. Et donc c'est finalement la comparaison la plus pure pour finalement évaluer l'or en tant qu'actif refuge et surtout valeur de réserve finalement. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui explique notamment la baisse de l'or depuis août, c'est plusieurs forces conjuguées. C'est premièrement la remontée des taux réels. Donc on a vu que les taux réels montent de un peu plus de 30 points de base cette année. Je rappelle qu'on a 70 points de base de hausse de taux et ça se divise en 30 points de base de taux réels et 40 points de base de break-even d'inflation. D'anticipation d'inflation supplémentaire. Voilà. Et puis, vous l'avez cité, la hausse du dollar. On est à plus de 2,6% de performance du dollar par rapport aux devises européennes, plus 4% par rapport aux Suisses et autour de 4% aussi par rapport au yen. Alors, il y a une disparité, évidemment. Il faut aller voir en détail. On ne peut pas dire aujourd'hui il y a un mouvement dollar, parce qu'il y a un mouvement positif sur le dollar contre les devises européennes et contre le yen, donc les devises de portage. Et confère la hausse des taux, on revient à la thématique du portage. Mais par contre, on voit que les devises émergentes, elles, subissent les conséquences de ces hausses de taux. Et donc, par exemple, on a un affaiblissement qui est assez préoccupant de devises comme le réal brésilien, etc. Donc aujourd'hui, ce contexte, ce cocktail, j'allais dire, de hausse de taux et de hausse du dollar n'est pas bénéfique à l'or. Et c'est ce qui explique la baisse de l'or aujourd'hui. On a cette explication. Et donc, si on veut répondre à la question, finalement, il nous faut faire une... Il faut avoir un scénario sur les taux et sur le dollar. Absolument. Il faut avoir deux perspectives. Une perspective sur le dollar, une perspective sur les taux. Alors, ce qu'on voit, c'est un des trucs le plus dur au monde à avoir. C'est un scénario sur les devises et sur les taux en plus en ce moment. Surtout dans un environnement administré. Parce qu'il faut rappeler qu'on est dans un environnement administré par les banques centrales pour une très large part et que les marchés, même s'ils ont été un peu plus livrés à eux-mêmes ces dernières semaines, pour une large part, ils sont quand même sous contrôle. Et ce qu'on peut dire, c'est que les taux réels, aujourd'hui, compte tenu des plans budgétaires, et ça c'est très important, c'est un peu la nouveauté par rapport aux anciens cycles, c'est que maintenant, il y a des plans budgétaires massifs qui se sont adjoints à la politique monétaire accommodante.
Donc on est à 1900 milliards là, et puis il va y avoir encore peut-être 3000 milliards, on parle de 3000 milliards sur les infrastructures aux États-Unis. C'est absolument J'étais resté à 2000 moi, mais bon, pourquoi pas 3000 hein, il n'y a plus de limite. Hein, de toute façon, on a du mal à quantifier tout ça, et en tout cas, il y a aujourd'hui cette nouveauté, et cette nouveauté pousse les taux réels à la hausse incontestablement. Cependant, je pense que le marché a un prisme un peu trop court-termiste et oublie qu'on est dans des économies qui sont extrêmement endettées au niveau public et extrêmement endettées au niveau de la dette privée. Et cette conjonction d'endettement va faire que les banques centrales vont avoir beaucoup de difficultés à relever les taux. C'est-à-dire que, certes... Même avec plus de croissance et d'inflation, vous dites, le niveau d'endettement des États à un moment va limiter la capacité des banques centrales à normaliser leur politique. Parce que quand vous dites les taux réels remontent, si on peut le traduire d'une manière un peu simple, le marché anticipe que la Fed va remonter ses taux ou normaliser sa politique monétaire beaucoup plus vite que ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Parce que les gens, souvent, quand ils font des prédictions sur les taux, ils disent que finalement les taux peuvent sortir du chapeau. Mais en réalité, le taux 10 ans, ce n'est que l'anticipation sur 10 années, finalement, du futur Fed Funds, en réalité. Ça revient à ça, finalement. Ça revient à anticiper la politique de la Réserve fédérale, mais à 10 ans. Donc, et de ce point de vue-là, j'allais dire qu'il y a quand même une force structurelle qui va empêcher la hausse des taux, c'est le fait que les économies étant endettées, qu'on ne peut pas le faire. Parce que si vous le faites, eh bien, vous n'avez pas les conditions d'apurer la dette. Une condition qui est très importante pour apurer les dettes, c'est tout simplement, c'est mathématique, c'est d'avoir un taux nominal inférieur à la croissance nominale. Mais pendant très longtemps, pas pendant 6 mois, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on apure les dettes. Et donc, dans ce cadre-là, c'est pas parce qu'il y a 4,5% de croissance attendue aux États-Unis que les taux vont monter très vite aux États-Unis. Ça, c'est une faute à ne pas commettre. Et on l'a vu dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où les taux sont un peu le maillon faible de la stabilité financière. On le voit hier pour le rebond du Nasdaq était associé à une baisse de taux. Bien sûr. Et quand il y a des hausses de taux aujourd'hui, il y a une correction globale, en tout cas sur tout le compartiment croissance. Et aujourd'hui, il ne faut pas commettre non plus l'erreur d'aller au-delà du conjoncturel. Le conjoncturel, c'est la hausse des taux, c'est la normalisation des taux réels. Mais le structurel, c'est des taux bas. Et dans ce cadre-là, peut-être que l'or est en difficulté à court terme, mais de manière structurelle, c'est quand même un actif qui reste corrélé à très peu de choses, à très peu d'actifs. Et donc, c'est une valeur de réserve qui, à mon avis, fait son sens encore dans un portefeuille. Il y a un moment... Il y a un moment un peu make or break sur l'or aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'idée de la remontée des taux réels ? On aura peut-être la réponse la semaine prochaine avec la Réserve fédérale qui s'exprimera. Ou est-ce qu'on est déjà allé au-delà d'une certaine limite et que le rappel à l'ordre sera violent Mon sentiment, c'est qu'on peut aller plus haut sur les taux réels. Et la preuve, c'est que les actifs risqués résistent assez bien, finalement. On voit que l'Europe est à son plus haut de l'année. On voit que le Nasdaq a corrigé, vous en parliez tout à l'heure, de 10%, mais ce n'est pas une correction qui est choquante compte tenu des rendements des années passées. Et puis le S&P 500, ma foi, il est à 1%, 1,5% de ses plus hauts. Et donc, dans ce cadre-là de relance, j'allais dire que l'actif réel sur lequel on a un recul, parce que je mets le Bitcoin de côté, qui est à mon avis la valeur de réserve la plus adaptée à la relance, c'est le cuivre. D'accord. Donc en fait, on a une dialectique entre l'or et le cuivre. Tactiquement, il y a le cuivre et peut-être à plus long terme, il y a l'or. Stratégiquement, il y a l'or. L'or étant un actif qui va jouer la déception de croissance. Donc peut-être, je ne sais pas moi, une déception sur les vaccins, un scénario inattendu, quelque chose qu'on n'attendrait pas. Et l'actif qui va jouer la relance, j'allais dire l'actif connu, dont on connaît les ressorts, qui va jouer la relance par excellence, à mon avis, c'est le cuivre. Juste pour conclure, Jean-Jacques, si vous dites à court terme, je pense que les taux réels peuvent encore progresser, ça suppose que la Réserve fédérale américaine laisse faire. Ça veut dire que, comme vous l'avez dit, pour l'instant, et c'est ce qu'on comprend sans doute des dernières communications de Jérôme Powell, ils sont assez confortables avec ce mouvement. Ils ne cherchent pas à le stopper. Oui.
J'ai ce sentiment-là. J'ai ce sentiment qu'il y a aussi ce qui explique la hausse, le rebond du dollar par rapport à l'euro. Ouais. C'est aussi le fait que la BCE, elle, est beaucoup plus attentive à la hausse de taux. On verra en réponse jeudi, mais c'est à mon sens une journée qui est très importante. Et par contre, la Réserve fédérale, compte tenu du rebond très fort de la croissance, compte tenu des plans de relance qui ont été votés, est plus complaisante vis-à-vis des hausses de taux. J'allais dire qu'ils se satisfont plutôt de cette situation de repricing des risques, de réaugmentation de la courbe de taux qui favorise aussi le secteur bancaire, qui est aussi une démonstration des perspectives de croissance américaine. Et donc, dans ce cadre-là, il laisse un petit peu le marché, les forces du marché s'exprimer, ce qui avait rarement été le cas ces derniers mois. Bon, les rendez-vous sont fixés. Demain, la Banque Centrale Européenne et mardi et mercredi de la semaine prochaine, la réunion de la Réserve Fédérale Américaine. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Jean-Jacques Oana, le directeur des investissements de Oma Capital, et Alice Ducrot, je le rappelle, gérante privée de Bordier et compagnie à Paris, qui étaient nos invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir, évidemment, en direct à 18h30.